C'est-à-dire que c'est la suite logique en fait du fait qu'un gars tout seul s'approprie un projet communautaire qui est censé être à tout le monde, et un petit peu à moi aussi normalement. Mais du coup, vous inquiétez pas parce qu'il y a aussi des gens qui me posent cette question. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Non mais attendez, c'est déjà pas mal, je suis en vacances, vous croyez pas que j'ai autre chose à foutre que faire une vidéo? Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ce matin, je me suis levé, je me suis dit, je vais faire une vidéo à mes petits chatons. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez une grosse vidéo sur Olive Olive. Il a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps. Faut remettre les points sur les i, les barres sur les t. Faut remettre le centre commercial au centre... Non, c'était pas ça. C'était quoi déjà? Faut remettre le cochon dans la bergerie. Non, c'est pas ça non plus. Enfin bref, vous avez compris. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Comment va-t-on sortir du bourbier dans lequel on est en France? Comment on va réduire la dette? Eh bien, certains économistes apportent des théories. C'est le cas notamment de Gabriel Zucman, qui est à l'origine de la taxe Zucman. Une théorie qui est décriée par d'autres économistes, mais dans un premier temps, il va vous l'expliquer. Moi, ça fait 17 ans, 18 ans que j'étudie ces questions de grande fortune. J'essaie de cartographier leurs richesses, d'objectiver leurs techniques d'évasion fiscale, d'optimisation. Et le dispositif que j'ai conçu, que je propose, il tire les leçons de toutes ces études et il vise précisément à empêcher l'évasion fiscale des grandes fortunes. Pourquoi est-ce que ça rapporterait beaucoup? Parce que la réalité, elle est simple. Vous prenez les 500 plus grandes fortunes du magazine Challenge, qui publie chaque année depuis 1996 son célèbre classement. En 1996, les 500 plus riches possédaient l'équivalent de 6% du PIB en fortune. Aujourd'hui, c'est 42% du PIB. Ou pour le dire autrement, en 2010, ces 500 fortunes, elles avaient 200 milliards de patrimoine, 200 milliards d'euros. Aujourd'hui, 1200 milliards. Donc tout le monde comprend que si on taxe ces 1200 milliards en les empêchant d'évader l'impôt, d'optimiser, de faire de l'évasion, ça peut rapporter beaucoup, en l'occurrence de l'ordre de 20 milliards d'euros. Une théorie qui, sur le papier, paraît intéressante, mais qui vient être contestée par d'autres économistes qui trouvent ça complètement irréel, et ils s'appuient sur un cas précis, celui de la Norvège. Les plus aisés paient en plus d'un impôt sur le revenu déjà très élevé, 40%, un impôt sur leur patrimoine. Le montant que moi je dois payer, donc c'est 100 000 euros, à peu près 100 000 euros. Chaque année, soit très exactement 1,1% de la valeur de son patrimoine, de la valeur des parts de sa société. En clair, il est taxé sur de l'argent qui n'est pas sur son compte. Alors pour payer l'impôt, il doit trouver la somme ailleurs. Chaque fois que j'ai la possibilité de vendre des actions, je dois le faire. Chaque année, la boîte m'appartient un peu moins toujours pour payer ces taxes. Bref, la facture a du mal à passer, notamment depuis 4 ans, depuis que le montant de l'impôt sur la fortune a été augmenté, plus 10%. Suffisant pour que des dizaines de Norvégiens, parmi les plus grandes fortunes du pays, prennent une décision assez drastique. Plutôt que de payer cet impôt, ils ont décidé de partir s'installer à l'étranger. Et ça, pour les économistes, ça pose deux problèmes. Un, ça va donner envie aux milliardaires, aux ultra-riches de quitter le pays, et donc ça va faire moins de recettes fiscales. Et deuxièmement, si l'entrepreneur décide de vendre des actions de sa boîte, ça va faire rentrer des étrangers dans le capital d'entreprises françaises. Donc la France va perdre petit à petit ses plus grosses boîtes. Sur le plateau de Le Buzz TV, Capucine Nave a parlé de son ancien patron quand ils étaient dans Le Mag sur Énergie 12. Elle a révélé qu'à l'époque, Mathieu Delormeau mettait en garde ses chroniqueurs sur la drogue. Je vous laisse écouter. J'étais assez choquée quand j'ai appris ça parce que Mathieu, c'est vraiment quelqu'un qui était contre tout ça. Qui était contre la drogue. Dis contre, c'est qu'il pouvait péter un câble si jamais, à l'époque du MAG et tout, avec Benoît, en tout cas, il nous briefait vachement là-dessus, parce que ça pouvait arriver de voir des personnes dans des soirées, tout ça, et alors lui, il était vraiment
contre ça. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu... Vous deviez être d'autant plus étonné lorsque vous avez appris qu'il était tombé dedans. Ah bah complètement. Ouais. Ah oui, j'aurais jamais imaginé une seule seconde. Et c'est là où on se dit, waouh, c'est que vraiment, ça devait aller mal. Hier à Paris, c'était le 10 septembre, et à plein d'endroits, notamment sur le boulevard de Strasbourg, je sais pas du tout où c'est. Voilà, je le dis, je sais pas du tout où c'est. Bon bref, c'était le chaos. Et en parlant de chaos, hier il y a eu un assassinat en plein meeting aux États-Unis, celui de Charlie Kirk. Alors Charlie Kirk, c'est un militant politique américain, allié de Trump. Certains le qualifieraient comme un militant d'extrême droite. Il avait l'habitude d'organiser des meetings où il allait débattre avec des militants qui n'étaient absolument pas d'accord avec lui, comme dans cette vidéo par exemple. Oh, it says Charlie is a Nazi. Wow. And so I know you're obviously very anti-trans. No, I'm pro-reality. Okay, if you were pro-reality, let me tell you a story that explains this sign a little bit. Let me guess, all the Nazis were against trans people too, and therefore that makes me a Nazi. Yeah, you mean the Wait, hold on. You mean all of the Nazis that was the first book burning. Wait, hold on. The first people, just like Donald Trump, the first people that Nazis went after were trans people and immigrants. And you fail to see the parallels with that. Do you have a dog? I do have a dog. So did Hitler. Are you a Nazi? Oh my goodness. You have a dog and so did Hitler. Oh. I can't believe it. Hitler had a dog. You have a dog. You're a Nazi. Oh my God. Do you have short hair and fucked up teeth? You must be a Nazi, motherfucker. Let's elevate our discussion above personal insults. Let's try to... You see, the left can't debate, so they just call names. The left can't have a dialogue, so they just call names. Et hier, en plein meeting, il a pris une balle dans la gorge. Il participait à un débat public dans une université de l'Utah. Un étudiant interpelle alors Charlie Kirk sur la multiplication des fusillades aux États-Unis. Un coup de feu retentit. L'homme de 31 ans est touché au niveau du cou. Il s'effondre sur le côté gauche avant d'être transporté dans la cohue à l'hôpital où son décès est prononcé quelques heures après. Charlie Kirk était un influenceur conservateur américain, fervent défenseur de Donald Trump. Il avait l'habitude de participer à des débats, parfois mouvementés, où il se mettait en scène face à de jeunes démocrates, aux convictions radicalement opposées. Quelques heures après le tir, Donald Trump, sur ses réseaux sociaux, annonce la mort de l'influenceur.
C'est un moment sombre pour l'Amérique. Mon administration traquera chacun de ceux qui ont contribué à cette atrocité et à d'autres violences politiques. La violence politique de l'extrême gauche a blessé de nombreux innocents et a coûté trop de vies. Un suspect est arrêté dans la foulée avant d'être relâché plus tard dans la journée. À 7 heures, les recherches pour trouver l'auteur du tir sont toujours en cours. Devant le siège du mouvement dont il était le fondateur, certains de ses partisans sont venus lui rendre hommage. Sur ordre de Donald Trump, les drapeaux américains à travers le pays ont été mis en berne jusqu'à dimanche. Toujours aux États-Unis, un cadavre a été retrouvé dans le coffre d'un chanteur. Alors vous allez voir, sur le Parisien, il le qualifie de rappeur. C'est pas un rappeur, c'est un chanteur. Un cadavre a été retrouvé dans le coffre d'un rappeur. Lundi, des voisins se sont plaints à la police d'une odeur nauséabonde en provenance d'une Tesla stationnée dans une fourrière de Los Angeles. Hier, la police a confirmé avoir retrouvé un corps en décomposition enveloppé dans une bâche à l'intérieur du véhicule. Celui-ci est immatriculé au nom de David Anthony Burke, plus connu sous le nom de Davey. Hello, my name is David. Le chanteur âgé de 20 ans est l'une des étoiles montantes du rap américain. Il s'est fait connaître sur TikTok avec son titre Romantic Homicide en 2022. L'année suivante, il confirme son succès avec son single Here With Me. En tournée mondiale, le rappeur qui cumule plusieurs milliards d'écoutes à travers le monde affirme ne pas s'être rendu en Californie récemment. Après 3 jours laissés à l'abandon dans les rues de Los Angeles, sa voiture a été remorquée dans une fourrière. Le soir de l'annonce, il s'est tout de même produit à Minneapolis, dernière étape de sa tournée. Selon le média américain TMZ, la victime serait une femme brune aux cheveux bouclés mesurant environ 1,55 m, pesant 32 kg et portant un tatouage sur l'index droit. Une enquête pour homicide a été ouverte et bien qu'actuel suspect principal, la police a déclaré que le rappeur collaborait pleinement avec les enquêteurs. Sur le plateau de CNews, on a eu l'ancien patron du MEDEF, Pierre Gattaz, qui nous a raconté une anecdote fabuleuse. De toute façon, c'est le genre de mec, il leur arrive toujours des trucs, mais jamais personne n'est témoin. Tout le monde les interpelle comme si c'était les sauveurs. Enfin bref, je vous laisse écouter. Est-ce qu'on va continuer de dire aux Français, on arrête, on continue le modèle social très très généreux qu'on a, vous allez avoir 24 mois d'assurance chômage, vous allez partir à 62 ans à la retraite, alors que tout le monde est à 65 ou 67 ans. Et on leur dit, mais oui, mais si ça paye. Si ça paye, si ces efforts que vous allez faire, ce ne sont pas des sacrifices. Mais ils préfèrent avoir de l'argent chez eux à rien faire. C'est pas vrai, parce que, oui, j'ai croisé un chauffeur de taxi il n'y a pas très longtemps qui m'a dit, Monsieur Gattaz, j'en peux plus, je bosse 12 heures par jour et je gagne moins que mon beau-frère qui est au chômage devant la télé à regarder le foot. C'est ce que je vous ai dit. Et si vous voulez, mais vous avez plein de gens, moi, qui m'interpellent maintenant, que je fais un tout petit peu de médias, temporairement d'ailleurs, pour ce livre. On m'interpelle dans la rue en disant, mais Gattaz, Monsieur Gattaz, vous avez raison, et des fonctionnaires. Faites attention aux gens qui vous interpellent dans la rue. Je vous assure, ils ne vous disent que ce que vous voulez entendre. Mais je connais ça par cœur. J'adorerais que vous ayez raison. Oui. Je vous assure, vous n'y arriverez pas dans la société aujourd'hui à mettre les gens à bosser à 40 heures. Hélas. C'est tout le... Hélas. Et moi, j'adorerais que vous ayez raison, je le répète. L'idée de ce livre, c'est donner un sens, une vision au pays à 10 ans. C'est de redonner, vous savez, dans nos entreprises, quand on est en crise, on redonne, on fait les économies qu'il faut faire, comme il faut le faire en France, là, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je dis dans ce livre, il y a 1 million de fonctionnaires de trop. Mon épouse est fonctionnaire, mes frères et sœurs sont fonctionnaires. Ils travaillent comme des fous, ils sont engagés, ils ont un tout petit salaire et ils sont malheureux comme tout parce qu'ils ont une chape d'administration sur la tête, d'une administration qui est énorme. Quand vous comparez avec l'Allemagne, on a 1 million de fonctionnaires en trop. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit on va préserver les enseignants, les policiers, les juges, les fonctions régaliennes. Et puis après, il faut réduire le millefeuille territorial. On est à 7 couches. Les Suisses sont à 3 couches. Vous avez 2,4 millions de fonctionnaires. Il y en a 2 fois trop. Donc... Il y a trop de fonctionnaires, mais pas sa femme et sa belle famille. Eux, ils charbonnent pour les autres. C'est magnifique. Puis un truc qui est pas honnête, c'est que le chômage, c'est en fonction de ce que tu as cotisé, en fonction de ton salaire. Je connais des gens qui sont à 2200 € au chômage, donc forcément, ils vont gagner plus que des personnes qui travaillent et qui sont à 1500 €. Mais c'est malhonnête de le présenter comme ça parce que c'était des gens qui ont travaillé pendant 10 ans et qui ont gagné 3500 €. En fait, il y a trop de paramètres pour sortir ça comme ça de but en blanc et mettre aucun contexte. Ilan Castronovo s'était un petit peu chauffé sur les réseaux sociaux avec un ancien candidat de télé-réalité qui s'appelle Jonathan... je sais pas quoi. Je vous mets la photo juste là, c'est le mari de Chana Cress. Ils se sont donné rendez-vous dans une salle. Sauf qu'apparemment, le Jonathan aurait agressé Ilan dans la rue. Faut que je vous raconte la dinguerie qui vient de se passer. Regardez. En gros, j'avais dit à Jonathan, on va faire un sparring, etc. Tu viens à la salle, etc. On met les gants et tout.
Et moi, je marche dans la rue, donc je suis allé vers, je sais pas, ça devait être 19h30. Et lui, il est venu avant, il s'est caché dans un coin. Et quand il m'a vu passer, il m'a attaqué dans le dos, en traître. Oh les gars, je marche tranquille pour aller à la salle, je me dis je vais me faire un sparring lourd. Il y a un mec qui me saute dessus derrière. Et bref, on est tombé par terre, j'ai mangé le goudron du coup en tombant. Je mangeais le goudron là. Attendez, je vous montre. Alors là, poignet arraché, l'épaule encore, j'ai pas vu le reste. Mais en gros, là, je sais pas si vous voulez voir, mais en gros j'ai tout le dos arraché. Et en plus, écoutez-moi bien, même en m'attaquant en traître, en gros quand on est tombé par terre, je l'ai renversé, j'ai attrapé la clé de cheville. Et en gros c'était simple. Là, c'est au moment où j'allais lui casser sa cheville. Et il y a le coach qui est sorti, il a dit « Ilan, lâche-le ». L'autre il était là comme ça. « Lâche ma cheville !» Oh la dinguerie. Et le coach il arrive, il dit « Ilan, vous lâchez ?» Et moi je dis « Non, je le lâche pas, je vais lui casser sa cheville ». Et le coach il a dit « Non, à 3 vous lâchez et tout ». Et moi, les gars, c'est ma salle de sport, j'ai le respect du coach et tout. Je dis, ok, vas-y, je lâche. Donc, je lâche, on se sépare. Et je dis, bon, bah, maintenant, viens, on met les gants et viens, on se la met proprement dans la salle, quoi. Et il a pas voulu, il est reparti. Alors, il n'y a pas de vidéo quand Jonathan a agressé Ilan, mais il y a une vidéo quand il discute à la fin. Effectivement, Ilan lui dit, bah, viens, on va dans la salle, etc. Et on voit Jonathan se tenir la cheville. Et on va terminer sur un extrait assez long signé Pierre Chabrier. Le week-end dernier, c'était le Z-Event. Sylvain Lévy, Sylvain Live, était invité. Et à un moment donné, il a répondu à des questions de la streameuse Ava Mine, notamment sur le drama avec Pierre Chabrier. Et vous connaissez le Pierrot, ça doit être le dernier à parler de ce drama, comme ça les gens ne retiendront que ces mots. Il en a profité également pour parler de vol d'idées, puisque récemment, Sylvain a sorti une vidéo où il a homologué le multiplat. Je vous laisse écouter l'extrait un petit peu long, il fait 4 minutes. Bonjour, j'espère que ça va. Petite story time. En gros, depuis jeudi dernier, où j'ai appris que la vidéo multiplat sur le périph' était sortie, vous m'envoyez pas mal de messages sur ce thème-là. Donc je vais y répondre en story. En gros, vous êtes beaucoup à avoir été surpris de ne pas m'avoir entendu être cité dans les remerciements des gens qui ont permis à ce projet d'exister, le projet multiplat. Et du coup, bah, je peux que vous dire que je suis pas très surpris de mon côté. C'est-à-dire que c'est la suite logique en fait du fait qu'un gars tout seul s'approprie un projet communautaire qui est censé être à tout le monde, et un petit peu à moi aussi normalement. Mais du coup, vous inquiétez pas parce qu'il y a aussi des gens qui me posent cette question. La justice continue. Évidemment, le dossier est juste très très gros et donc c'est très long. Mais c'est la justice en France et donc bah, ça continue. Vous aurez sûrement des nouvelles quand il y en aura à donner. J'ai eu pas mal d'autres messages. Vous avez relevé le fait que, par exemple, le projet périphérique avec le multiplat, effectivement, ça faisait longtemps qu'on avait l'idée. Il y en a qui m'ont dit mais attends, ça remonte pas genre à une vidéo où vous avez carrément parlé avec Emmanuel Macron au Mondial de Paris. Si. Cette anecdote est d'ailleurs un petit peu folle. Parler de mettre le multiplat sur le périph' avec le président d'un pays, c'est un peu cool. Voilà, je vous la raconterai peut-être un jour, on sait jamais. Quoi qu'il en soit, vous commencez à vous rendre compte aussi un petit peu de ce que je disais dans mon avant-dernière vidéo, à savoir, oui, il se barre aussi avec des idées. Genre, l'homologation, c'est pareil, ça fait depuis la cagnotte carrément qu'on voulait le faire. Donc l'idée, elle est là depuis un moment. Et c'est ça, moi, que je voulais dire. Non pas que ce soit illégal de se barrer avec des idées. Techniquement, il a plutôt le droit, en vrai. La propriété intellectuelle, tout ça, c'est un bordel. Mais c'est pas pour autant que c'est cool, en fait. Moi, j'avoue que personnellement, je trouve ça un peu dégueulasse. Et visiblement, je suis pas le seul.
Tant qu'à être dans une story tunnel, comme on appelle ça dans le jargon, ça me fait penser à un sujet de message que je reçois aussi régulièrement. Alors là, pas que depuis jeudi, hein, vraiment. C'est autour du va de l'avant et arrêtons de parler de ce sujet et tout machin. Et en fait, bah, je me doute que c'est plus facile de votre côté à imaginer, mais en fait, de mon côté, à chaque fois que je lâche un like, à chaque fois que je pose un commentaire quelque part sur des publications qui n'ont rien à voir, hein, de pods, de machin, systématiquement, il y a un commentaire, des commentaires d'insultes sur le drama, etc. Donc moi, je veux bien aller de l'avant, c'est ce que je fais tous les jours à la Ricebox, etc. Machin, j'ai des nouveaux projets, j'avance, hein, vraiment. Mais je peux pas avancer tout seul. Il faut que vous m'y aidiez un peu. Si en tout cas vous voulez vraiment que ça cesse, il va falloir que j'y aille pas tout seul. Mais moi, ça me dérange pas en fait de parler de ces sujets-là parce que je veux pas que ça devienne un tabou. Parce que en fait, vous allez le comprendre un jour, j'espère. Hein, j'ai rien à me reprocher, donc moi, ça n'a pas à être un tabou ce sujet. J'en parlerai. Si on me pose des questions et que c'est pertinent, j'y répondrai sans problème. Et en vrai, Sylvain qui dit à chaque fois qu'il en parle, c'est la dernière fois que j'en parlerai. Et c'est jamais la dernière fois, parce qu'en fait, il en reparle, mais je lui en veux même pas là-dessus, parce que c'est ça que je veux vous dire, ça fait partie de nos vies, en fait, maintenant, ce drama. C'est comme ça, c'est chiant, hein, je vous le cache pas, mais c'est comme ça fait partie de nos vies à tous les deux. Donc, en fait, à chaque fois, être dans l'hypocrisie et se mentir à soi-même en se disant, c'est la dernière fois que j'en parle et tout, et puis en reparler finalement, je serai pas ce gars-là. Voilà. Donc, si vous voulez, on en parle, mais de façon bienveillante et surtout objective, quoi. On essaie d'avancer et moi, j'ai pas de problème avec ça, franchement. Voilà. J'avais oublié le plus important. Non, c'est pas le plus important, mais c'est que c'est ce qui a déclenché moi qui ai envie de faire ces stories. Ce week-end, c'était le Z-Event et il y avait Sylvain là-bas et de ce que j'ai cru comprendre, parce que j'ai réinvité en vrai. Ça a bitché un peu sur moi et ça a bitché sur Top Gear ou je sais pas ce qui s'est passé avec Top Gear ou je sais pas quoi. Je m'en bats les couilles. Voilà, il faut vraiment que vous gardiez en tête ça parce que j'ai reçu des messages là-dessus. Je prends les messages, je les envoie à l'avocat et lui, il avocate. Voilà, il fait son histoire. Ça me tient au courant. En gros, vous êtes des petits lanceurs d'alerte, c'est cool. Mais moi, je m'éloigne de ça parce que je m'en fous, quoi. Vraiment, j'ai d'autres projets, j'ai plein d'autres trucs à faire. Et j'avance en fait tout simplement. Tu vois, j'essaie de peut-être revenir sur Twitch à un moment, comme je vous l'ai dit, parce que j'ai envie de revenir. Instagram, j'ai envie de republier un peu plus fréquemment parce que j'ai envie. Je vais pas me prendre la tête. Voilà, là c'est vraiment le credo de la suite. Je m'en bats les couilles de tout. J'avance, je kiffe juste. Point. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez une nouvelle vidéo sur Olive. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous, alors pas samedi, je pense pas que je pourrais faire de vidéo puisque je suis à Paris, mais dimanche soir en live et lundi pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue.